Je me présente, je suis Julien Libert. Je suis lead développeur chez Evolise. ChatGPT, il a fait une petite illustration de moi où m'a rajouté une chouette couleur de cheveux. Ça m'a coûté un doigt au passage, mais bon, c'est pas grave. Je travaille donc chez Evolise, une société basée dans le sud de la France. Petite publicité pour eux, parce qu'on développe un outil de devis, facturation, gestion de l'entreprise pour aider le chef d'entreprise et ses collaborateurs à mener à bien les tâches quotidiennes d'une entreprise et leur faciliter la prise de décision au bon moment. On est 2 équipes de dev, environ 50 employés. On a 14 personnes sur l'IT, si on compte les testeurs, DevOps, data analyst, etc. En plus des développeurs. Et à l'heure actuelle, on a travaillé pendant plus de 5 ans en Scrum, et là on est passé sur du ShapeUp. Je ne sais pas si vous connaissez, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est super motivant pour nous, développeurs, en tout cas, je trouve. Et je vous conseille d'y jeter un œil. On va revenir à nos moutons, qui est les principes solides. Alors, je vais faire une repasse générale globale sur les principes. C'est donc Robert C. Martin, aka Uncle Bob, qui est un ingénieur informatique renommé de longue date, qui a posé ces principes lors d'un ouvrage en 2000. À cette époque-là, la petite histoire, c'est que ça n'avait pas encore l'acronyme solide, puisqu'ils n'étaient pas organisés dans ce sens pour que ça donne ce chouette acronyme. Et c'est en 2004, quelqu'un d'autre qui a dit mais si on les réorganise, ça donnera les principes solides. Alors, ça ne vient pas que de lui, c'est des recherches de diverses personnes qui ont mené divers principes, qui ont été affinés, etc., agrégés par Robert C. Martin. Lui, son truc, c'est de promouvoir les bonnes pratiques. C'est spécifique au développement orienté objet. Et ça s'applique aussi, ça peut être un des principes de base pour les développeurs lorsqu'on travaille en agilité. Okay, parce que le but, c'est de faire ce que ça amène, les principes solides, ça amène de la clarté et de la compréhension dans les fichiers qu'on déploie, qu'on développe. Donc une meilleure maintenabilité et aussi une meilleure flexibilité. Ça, c'est pour la logique et pour le global des principes solides. Nous, on va parler spécifiquement du S, de principe de responsabilité unique, Single Responsibility Principle. Alors, la problématique avec ce principe, c'est qu'à cause de son nom, ça paraît simple, et donc on en déduit tout de suite une chose, un principe que beaucoup de développeurs connaissent, et ça nous met souvent à défaut par rapport à la définition d'origine qui a été donnée par Robert C. Martin. Je vais parler beaucoup de lui parce qu'il est à l'origine de ça. Ce principe, c'est qu'une fonction doit faire une chose et une seule chose. Robert C. Martin, toujours lui, a dit en anglais, function should do one thing, they should do it well, they should do it only. Donc c'est bien ce que je disais. Mais ça, c'est un principe, mais il ne fait pas du tout partie des principes solides, et ce n'est encore moins le principe de responsabilité unique. La vraie définition, j'ai loupé la petite animation, désolé. La vraie définition, c'est a module should have one and only one reason to change. Bon, désolé pour mon anglais, pourtant, j'en ai fait un petit peu. Un module doit avoir une et seulement une raison de changer. Donc je l'ai traduit, même si on peut perdre du sens, etc. On va se baser sur deux choses, deux mots-clés importants, deux parties importantes. C'est un module. Alors, qu'est-ce qu'on entend par module? C'est un fichier, une classe, de manière générale, ou une structure de données. Et la raison de changer. Qu'est-ce que la raison de changer? En fait, pour le définir, il faut revenir à ce pourquoi on développe des applications, des logiciels. C'est pour répondre à un utilisateur, un besoin utilisateur, ou le besoin d'une partie prenante. Et c'est ça, la raison de changer, c'est eux. Donc il a été affiné au fil du temps, cette définition, puisque les gens n'avaient pas bien compris que c'était ce que ça allait impliquer, et donc ça a été modifié en a module should be responsible to one and only one user or stakeholder. Donc là, dans la définition refinée, on a bien l'utilisateur. Un module doit dépendre d'un et seulement un utilisateur ou partie prenante. On a bien la définition, le mot utilisateur ou partie prenante.
Ce qui est important de savoir et de comprendre, c'est qu'on ne parle pas d'une seule personne, mais un groupe d'utilisateurs ayant le même intérêt sur ce fichier, ou sur ce module. D'accord? On parle donc d'acteurs sur la définition, et c'est la définition finale. A module should be responsible to one and only one actor. Comme ça regroupe les utilisateurs et les parties prenantes. Donc Robert C. Martin, au fil du temps, a affiné ce principe, même s'il a été édicté. Donc je crois que cette définition vient de 2017, alors qu'elle est sortie en premier lieu en 2000. Donc pour mieux comprendre et pour mieux saisir les implications de tout ça, on va voir des exemples concrets et les premiers problèmes rencontrés. On va partir sur une classe employée, avec 3 méthodes à l'intérieur. Bon, les scaler, est-ce que ça devrait être fait comme ça, conçu comme ça? Peu importe, c'est ce qu'on a. On a donc une classe pour employé qui va représenter notre employé. On va avoir quelques méthodes qui servent à, calculer la paye, calculer de paye, report hours pour faire du reporting d'heures des personnes, de l'employé en particulier, et une méthode save pour sauvegarder l'employé. On reste très simple. On voit qu'il y a un premier acteur qui va rentrer en jeu, c'est le DAF de votre société. Merci pour les petites icônes qui sont de DevQuest. Le DAF qui va s'occuper de la paye, donc lui, cette méthode va dépendre, la raison de changer de cette méthode, ça sera le DAF. Pour le reporting d'heures, pour avoir des jolis graphiques, etc., c'est plutôt le RH que ça concerne. Il va nous demander peut-être des modifications. Et on peut dire que pour la méthode de sauvegarde, c'est plutôt le CTO qui va orienter justement comment est-ce qu'on sauvegarde les données, où est-ce qu'on les sauvegarde, dans quel type de base de données, etc. Donc on reste très simple. On va rentrer dans la classe un peu plus dans le détail. Donc pareil, j'ai juste défini les deux méthodes publiques, calculate pay et report hours. J'ai volontairement isolé save, pour l'instant on n'en a pas besoin. Et on se dit que forcément pour calculer la paye comme pour faire du reporting d'heures, avec des jolis diagrammes, il y aura besoin de récupérer le nombre d'heures faites journalièrement par l'employé. Et ça, ce qui est malin, c'est de le récupérer avec une méthode privée qu'on met à l'intérieur de la classe. Cette méthode, c'est getDailyHours, donc très simple. Pour calculer les heures effectuées par l'employé, on va calculer l'heure de départ lorsque la personne rentre chez elle, moins l'heure d'arrivée au boulot le matin, et on enlève bien sûr la pause méridienne pour aller manger. Sauf que là, les RH rentrent en jeu et disent non mais là ça va pas parce qu'il y a souvent des cadres qui ont besoin de sortir et ils travaillent le midi avec des déjeuners d'affaires ou autre, ou je ne sais quoi. Nous, pour nos graphiques, ça ne va pas, ça ne nous convient pas. Il faudrait enlever cette pause méridienne dans les calculs. Donc le besoin est exprimé. Une équipe de développeurs prend le sujet, dit OK, pas de souci, en plus on peut faire ça de manière très simple. Donc on imagine que la classe est bien plus grosse, etc. Elle n'est pas aussi simple en général. Donc ils vont spécifiquement sur getDailyHours. On ne fait pas forcément toujours très attention à tout. On supprime l'heure de pause méridienne pour récupérer ce calcul. Et puis, on fait tester, bien entendu. Le testeur, il regarde le ticket, il va tester. Super, les graphiques correspondent, c'est bien la demande. On n'a pas forcément, là, dans ce cas, de test unitaire partout, etc. Et on ne voit pas l'erreur arriver. On met en prod. Et là, super, le RH super content, ils peuvent travailler correctement, ils ont leur joli graphique, tout va bien. Sauf qu'à la fin du mois, boum, on a impacté le calcul de la paye. Sans le vouloir, sans faire attention, alors qu'à la base, on n'avait pas du tout touché à ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a mélangé notre classe avec différents acteurs. Différents acteurs ont besoin de modifier cette classe. C'est exactement le principe de responsabilité unique qui n'est pas respecté et qui pose problème. On va continuer avec un deuxième exemple, un deuxième problème. Le deuxième exemple, c'est, on continue l'histoire, on a donc notre bug. Le DAF arrive et nous dit non, mais il faut corriger absolument ce bug, remettre tout dans l'état. Donc on va faire en sorte que
le code soit bien dissocié pour le calcul des heures. Mais en parallèle, il y avait un travail d'une autre équipe qui bossait sur le changement de stockage, de base de données, pour je ne sais quelle raison. Là, ce qu'on va rencontrer, c'est des problèmes de merge. Vous l'avez certainement eu tous, lorsque on travaille à plusieurs sur différentes équipes. Lorsqu'on veut mettre en prod, qu'est-ce qui se passe? Des problèmes de conflits à résoudre. Donc ça, c'est le gif classique qu'on voit souvent. Donc les conflits, maintenant on a les IDE qui nous permettent de voir, de corriger ça bien, mais il y a quand même intervention humaine et donc possibilité d'erreur. Possibilité d'erreur, pourquoi? Parce que souvent la personne qui va résoudre le conflit a travaillé dans le meilleur des cas sur un des deux projets, donc soit la migration, soit le bug, soit la migration de base de données, soit le bug, et donc va avoir une partie de code à dire ça je le garde ou je le garde pas, corriger, et donc erreur potentielle. Et ça, c'est encore, à la limite, le meilleur des cas. Parce que des fois, vu qu'on a travaillé sur la même classe, au même moment, il y a eu des commits qui se sont suivis sur différents projets, parfois, il résout lui-même, sans guide, par exemple, résout lui-même les problèmes, sans relever de conflit. Et il peut faire disparaître du code, ce qui arrive rarement, mais qui peut arriver. Voilà un petit peu l'état des problèmes qu'on peut rencontrer. On va arriver vers les solutions. Donc, pourquoi solution? Parce qu'il y a toujours plusieurs méthodes, plusieurs manières de résoudre des problèmes. Et une de celles qui est préconisée, c'est par exemple notre classe employée, qui était toute simple et qui multipliait les dépendances. On va l'éclater en plusieurs services. On va avoir le pay calculator, avec toujours la méthode calculate-pay, et son propre getDailyHours, Hour Reporter, qui dépend du RH, avec report hours, et son propre getDailyHours, peu importe s'il est dupliqué, et que c'est exactement le même code au début. Et pour terminer, on aura l'employee saver qui permettra juste de sauvegarder l'employé. Rien ne nous empêche de mettre une façade employée derrière pour orchestrer le tout. Là, la différence, c'est que tout est bien isolé et chaque classe dépend d'un seul acteur. Les bénéfices, pour conclure. Qu'est-ce qu'on a quand on suit le principe de responsabilité unique? Alors, on ne peut pas toujours suivre, ça dépend vraiment de l'application, du contexte sur lequel vous travaillez. On ne peut pas toujours respecter les 5 principes solides, mais voilà. En tout cas, les bénéfices qu'ils peuvent vous apporter, c'est ça peut vous éviter l'over-engineering. Par exemple, justement, quand on essaie de refactoriser, etc., ça, c'est un des moments où on peut se dire stop, pas la peine de se dire je refacto ou quoi. On évite l'over-engineering en dupliquant le code parce que c'est nécessaire, ça dépend de deux utilisateurs différents, deux acteurs différents. Ça améliore la lisibilité et la compréhension du code. J'ai plusieurs petites classes, c'est plus simple, on sait tout de suite ce qu'elles font et ça permet de limiter la casse en cas de problème. Ensuite, on a, ça c'est le problème numéro 1 que j'ai exprimé, ça augmente la capacité à modifier le code en minimisant les risques de bugs. On le voit, on a eu un bug par inadvertance parce qu'on n'a pas vu que c'était réutilisé à notre endroit. Là, justement, en séparant bien les responsabilités, on n'a plus du tout ce problème. On a le debugging et le testing simplifié, puisqu'on a des petites classes, donc c'est plus isolé, c'est plus facile à tester. Ça aide tout le monde à voir dans quelle couche on est. Et pour terminer, ça c'est le problème numéro 2 qu'on a vu ensemble, ça simplifie le développement en parallèle et l'ajout de fonctionnalités. Donc on peut travailler à plusieurs en minimisant le risque de conflit lors des merges, etc. Voilà un petit peu pour tout ce qu'on peut tirer grâce au principe de responsabilité unique. Je vous ai mis quelques références, je cite beaucoup Robert C. Martin, puisqu'il est à l'origine de beaucoup de choses sur ce sujet. Alors moi, j'ai surtout lu Clean Architecture. C'est là où justement il fait un récapitulatif sur les principes solides. Et il explique tout dans le détail, et il explique justement ça. Et c'est ce qui m'avait marqué là-dessus, même si ce n'était pas encore le sujet de la Clean Architecture, il fait un bon récapitulatif dessus. Et voilà, puis vous avez pas mal de références sur le développement agile, les principes solides de manière générale. Et Oncle Bob, c'est Robert C. Martin, et donc c'est son article d'origine. Et puis vous pouvez toujours discuter avec ChatGPT. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et que, à main levée, vous pouvez me dire si vous avez découvert quelque chose ou si vous étiez tous conscients. Ça va, c'est plutôt cool. Merci Julien. Il nous reste 1 minute pour 1 ou 2 questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, j'imagine que tu es disponible après oui.
pour discuter. On peut vous faire passer le micro si vous avez une question. Soyez pas timide. C'est bon, tout était très clair a priori. Non, voilà, ok. Bonjour. En fait, comment convaincre par exemple des développeurs juniors d'appliquer ces principes, surtout que par exemple pour eux, ils vont chercher la facilité au lieu de respecter des principes sûrement qui ont eu beaucoup de, comment dire, de résultats. Bien alors sûr, que bien sûr. eux, Ils veulent aller vite et exactement. en montrant des cas simples, comme je viens de le faire normalement, et du coût et de l'impact que ça peut avoir sur une société, sur une application et de la gravité que ça peut avoir. Là, on avait un truc sur un employé, ça cassait le calcul de la paye, donc forcément on se dit, mon Dieu, on n'a pas tous le même type de problématiques, mais on a toujours de problématiques métiers, et parfois en modifiant du code, on peut leur montrer qu'on peut impacter d'autres parties et voir que ça peut être un gros souci pour la société ou l'entreprise. La société ou l'utilisateur. La société qui développe ou l'utilisateur qui va utiliser son logiciel, avec qui ça peut poser de gros problèmes. Mais comment, c'est l'expérience après là-dessus, peut-être des ateliers ou autres, mais c'est sûr que ça reste une question compliquée à répondre. Merci. Merci, on arrive à la fin du temps. Encore merci à toi, Julien. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Merci à vous.